Bienvenue à tous dans le magazine de l'économie. Au sommaire de cette émission, la Tunisie, victime d'une attaque terroriste. L'attentat du musée du Bardo a fait 21 morts. Un nouveau coup dur pour le tourisme, un secteur clé de l'économie du pays qui représente 7% du PIB et quelques 400 000 emplois. En seconde partie d'émission, on se rendra au Brésil, à Itaboraï, à une cinquantaine de kilomètres de Rio de Janeiro, une ville de 250 000 habitants qui est elle aussi victime du scandale de corruption qui touche le géant Petrobras. Voilà, mais avant de développer les titres, on va regarder ce qui fait l'actualité économique internationale et on commence avec la visite d'Alexis Tsipras à Berlin où il est actuellement reçu par Angela Merkel, un tête-à-tête dont l'objectif est de désamorcer les tensions entre un gouvernement grec qui a promis de mettre fin à l'austérité dans son pays et une Allemagne inflexible. Écoutez. On a un schéma qui a été établi et bien sûr, lorsque toutes les conditions seront réunies, l'argent pourra être versé. C'est l'Eurogroupe d'ailleurs qui en décide. Voilà une aide indispensable puisque selon des révélations du Financial Times, Alexis Tsipras aurait envoyé mi-mars un courrier à Angela Merkel pour lui expliquer que sans cet argent, Athènes ne serait pas en mesure d'honorer certaines échéances de remboursement. Dimanche, les Français ont voté pour le premier tour des départementales. La droite est arrivée en tête de ce scrutin. Et dans le même temps, comme vous voyez, les Espagnols ont également été appelés aux urnes pour les élections régionales en Andalousie. C'est le Parti socialiste qui est arrivé en tête avec plus de 35% des voix. Il est suivi du Parti populaire, celui du chef du gouvernement Mariano Rajoy. Et la véritable surprise de ce scrutin, c'est la percée de Podemos. Le parti anti-austérité marche sur les traces de son allié grec Syriza et a réussi à décrocher 15 sièges dans le futur Parlement andalou. Écoutez. Les deux grandes forces traditionnelles ont perdu 17 sièges. Cela représente 20 points. Et Podemos en a remporté 15. Nous sommes passés de 0 à 15. Nous sommes les protagonistes du changement, de la création de nouvelles alternatives. Des nouvelles alternatives qui répondront aux besoins urgents de la majorité des Andalous. Et notez qu'entre 2012 et 2014, les politiques d'austérité mises en place en Espagne auraient entraîné des coupes budgétaires de près de 150 milliards d'euros. C'était d'ailleurs la raison de la manifestation qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes ce samedi à Madrid. On part à présent en Asie, plus précisément à Pékin, où s'est déroulé ce dimanche le Forum pour le développement de la Chine. Au menu des discussions, le ralentissement économique, puisque cette année, le gouvernement prévoit une hausse du PIB de seulement 7%. Il s'agirait de la croissance la plus faible depuis 1990. Et autre sujet abordé lors de ce sommet, la future banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, une initiative qui déplaît aux États-Unis, notamment pour la concurrence qu'elle pourrait faire aux autres grandes institutions. Pourtant, ce lundi, le projet a reçu le soutien de la Banque mondiale et du FMI. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le décès du premier et ancien chef du gouvernement de Singapour, Lee Kuan Yew, est décédé à l'âge de 91 ans. C'est lui qui a fait de l'archipel une des économies les plus florissantes d'Asie. Aujourd'hui, Singapour, c'est une croissance moyenne de 4%, le troisième PIB par habitant le plus élevé au monde et un taux de chômage à seulement 2%. Il commençait à peine à se relever qu'il pourrait de nouveau plonger le tourisme en Tunisie. Le 18 mars dernier, 2 terroristes s'en sont pris au musée du Bardo dans la capitale. L'attaque a provoqué la mort de 21 personnes, dont 20 visiteurs étrangers. Résultat, plusieurs croisiéristes ont décidé de suspendre leurs escales dans le pays. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le tourisme, le poumon de l'économie tunisienne. Anthony Lesme. C'est un pays entier qui est plongé dans la stupeur et la panique. Le 18 mars dernier, 14 des 20 étrangers assassinés dans l'attentat du musée Bardo à Tunis étaient des passagers de MSC et Costa Croisière. 6000 touristes avaient alors accosté dans le port de Tunis. Les deux compagnies ont décidé de lever l'ancre le soir même
et de suspendre leur escale en Tunisie. C'est très bizarre parce que nous sommes montés à bord et on ne nous a pas demandé notre passeport. Ils voulaient qu'on monte le plus vite possible sur le bateau. La désinformation était totale jusqu'à minuit. On a appris ce qu'il s'était passé par 2 chaînes de télé espagnoles diffusées à bord. D'autres compagnies maritimes ont décidé de suspendre leur visite de la capitale. S'il s'agit pour l'heure de décisions marginales, d'autres annulations pourraient être désastreuses pour l'économie du pays. Le secteur touristique représente 7% du PIB et fait directement vivre près de 400 000 personnes, soit 1/10 de la population. Nous, on est vraiment trop craintifs maintenant. C'est que voilà, ça va faire de la bouche à oreille en France, en Europe, partout au monde. Et donc, bon, pour les premières réservations du mois d'avril, je ne crois pas que les gens vont annuler, mais ce qui va se passer, c'est que au cours de la saison touristique, on va ressentir la baisse des touristes, quoi. Et donc, c'est pas bien. Un nouveau coup dur pour la Tunisie qui récupérait peu à peu son affluence d'avant la révolution. En 2011, la transition démocratique avait fait plonger l'activité touristique de 30%. Il a fallu attendre 2013 pour de nouveau dépasser les 6 millions de visiteurs. Le lendemain de l'attentat, des dizaines de milliers de Tunisiens manifestaient dans la capitale contre le terrorisme. Une mobilisation populaire pour faire savoir au monde que le pays se bat contre ce fléau. Parmi eux, s'est glissé un couple de touristes français. Et non seulement on a décidé de rester, mais on vient manifester aussi. On manifestera en solidarité avec le peuple tunisien qui a raison de réagir vivement et rassemblé contre les actes terroristes. On vient de France où la France est touchée aussi. Si la menace terroriste se globalise, les Tunisiens s'inquiètent à nouveau pour leur démocratie et leur économie. 4 ans après la révolution, le chômage des jeunes culmine à 38%. 1 sur 3 est sans activité depuis plus d'1 an. Nous allons à présent continuer à parler de la Tunisie avec le directeur général du tour opérateur français Royal First Travel, René Trabelsi. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, pour commencer, comment se portait le secteur du tourisme en Tunisie avant cette attaque? On sait qu'il avait été impacté par la révolution en 2011. Est-ce que depuis, la fréquentation était repartie à la hausse? Oui, on a senti, si vous voulez, c'est surtout par les engagements des tours opérateurs qui opèrent sur la Tunisie, on a senti cette année qu'il y a plus de monde qui programme la Tunisie. Les TO classiques, les gros TO classiques connus programment un peu mieux la Tunisie par rapport à l'année dernière. Nous-mêmes, nous avons rajouté de la capacité aérienne sur la Tunisie en pensant que maintenant, après les élections démocratiques qu'il y a eu en Tunisie, avec un gouvernement de 5 ans, un président de la République de 5 ans, on pensait que les choses vont rentrer dans l'ordre et la sécurité, quand même, ça a été promis par le nouveau gouvernement que la priorité du gouvernement, c'est la sécurité. Et bien sûr, pour nous, pour le tourisme, la sécurité, elle est essentielle pour faire revenir et rassurer les touristes. Alors, en termes de revenus, en termes de recettes, qu'est-ce que ça représentait, le tourisme? Le tourisme, vous savez, c'est 15% de PIB. Et surtout, le plus important, c'est que vous avez 400 000 personnes qui travaillent directement dans le tourisme en Tunisie. Et vous avez indirectement, il y a 2 millions de Tunisiens qui travaillent grâce au tourisme. On ne peut pas penser que la Tunisie peut vivre sans le tourisme. C'est impossible. Le tourisme, c'est les devises, c'est tous les matières, que ce soit le bâtiment, l'agriculture. Il n'y a pas les taxis, l'aérien, les avions. Tout passe par le tourisme en Tunisie, encore plus aujourd'hui. C'est le seul vraiment le secteur qui fait rentrer des devises en Tunisie. Alors justement, le Premier ministre tunisien a prévenu que cette attaque aurait un impact économique terrible. À quoi faut-il s'attendre exactement ? Le chômage, vous savez qu'à partir du mois d'avril, il y a beaucoup d'embauches dans le secteur de tourisme, puisque maintenant la Tunisie, elle est un peu comme l'Espagne et la Grèce, c'est-à-dire qu'elle est très saisonnière, l'hiver c'est très calme, mais à partir de 1er avril, il y a beaucoup d'hôtels qui ouvrent
pour la saison jusqu'au début novembre. Déjà le chômage, après le chômage, il y a l'économie va être touchée parce que vous savez, un hôtel, il achète tous les matières, les légumes, le poisson, la viande, les laitiers, et toutes ces usines qui travaillent essentiellement avec les hôtels peuvent avoir leur chiffre d'affaires revu à la baisse, et les taxis, par exemple, c'est un secteur très important. Vous avez remarqué que les gens qui ont été victimes du terrorisme cette semaine, c'est des touristes de croisière. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a un bateau de croisière qui arrive en Tunisie, on représente à peu près une recette pour quelques heures, l'équivalent de 250 000 euros. D'accord, donc une économie très, très dépendante du tourisme. Et comment le gouvernement pourrait donc diminuer cette dépendance au tourisme, diversifier son économie en un mot? Alors, ce qui est rassurant, et ce qu'on entend, et personnellement j'ai parlé avec quelques responsables, le ministre du Tourisme entre autres, c'est qu'il y a une solidarité très importante qui s'est manifestée depuis cet attentat, solidarité de l'extérieur, que ce soit de l'Europe et surtout de la France, des aides logistiques, matérielles, et surtout des aides au niveau prêt, voire on parle même d'effacer une partie des dettes tunisiennes européennes. Merci beaucoup René Trabelsi, on va être obligé de s'arrêter là. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ils sont venus de tout le Brésil il y a 7 ans pour la construction d'une immense raffinerie à Itaboraï, à une 50aine de kilomètres de Rio de Janeiro. Il s'agit d'une entreprise sous-traitante de Petrobras, mais actuellement touchée par un scandale de corruption de grande ampleur. Le géant pétrolier a dû stopper le chantier de la raffinerie et licencier des milliers de travailleurs. Et aujourd'hui, Itaboraï a des allures de ville fantôme. Reportage. Un drapeau noir en signe de deuil. Après 6 ans d'activité florissante, ce foyer de travailleurs s'apprête à mettre la clé sous la porte. En cause, le vaste scandale de corruption de Petrobras qui vient frapper de plein fouet cette ville située à une 50aine de kilomètres de Rio de Janeiro. Mon principal client est sous le coup d'une enquête. Ça faisait 6 ans que je travaillais avec lui. Mais maintenant, à cause de l'enquête, tous les paiements sont bloqués. Et il me doit plus de 500 000 reis. Donc je vais fermer la porte du foyer. Depuis décembre dernier, Gessé n'a plus touché son salaire, puis ce sont les tickets repas et la couverture sociale qui lui ont été retirés. Il découvre que son entreprise, Alumni, est soupçonnée d'avoir surfacturé des contrats avec le géant pétrolier. L'entreprise, elle, nie toute malversation et Petrobras assure que les licenciements étaient prévus. Mais chez les ex-employés, c'est la colère et l'incompréhension. On nous a abandonnés et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu au foyer pour savoir comment on s'en sort. Pas même un chef, personne n'est venu. On nous a abandonnés. Sans un sou en poche, ils sont des milliers à la recherche désespérée d'un travail et de quoi survivre. Je survis grâce aux collègues qui m'aident. L'un me donne un peu de sucre, un autre un peu de riz. De quoi me fournir le nécessaire. D'autres qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour travailler et qui sont au chômage depuis plusieurs mois continuent de croire à un retournement de situation car le pétrole a toujours donné du travail. En attendant des jours meilleurs, ils font la queue à la soupe populaire. Avec toute cette histoire de corruption chez Petrobras, c'est vraiment dur. Avant, ça roulait, il y avait du travail. Mais depuis que le scandale a éclaté, c'est le bordel. Mais bon, je vais de l'avant, je cherche. Alors je fais des petits boulots et je mange pour 30 centimes. Ça aide. En 2008, avec la construction du complexe pétrochimique, Itaboraï promettait l'Eldorado au moment où Petrobras était encore le fleuron de l'économie nationale. Sur les 35 000 ouvriers venus de tout le Brésil, ils sont moins de 10 000 aujourd'hui. Un rêve d'or noir englouti dans le plus grand scandale de corruption de l'histoire du pays. Et tout de suite, on passe au Media Watch.
Un Paris-New York pour seulement 14 € avec Ryanair. L'idée semblait trop belle pour être vraie. Bonjour Léa Volbert. Bonjour Johanna. Alors la compagnie a démenti cette information. Exactement, c'était l'ascenseur émotionnel de la semaine de Ryanair puisque la semaine dernière, la compagnie aérienne low cost nous promettait des vols à destination des États-Unis pour seulement 10 livres, soit environ 14 €. Alors 14 villes américaines pour moins de 20 €, forcément, ça fait rêver. Seulement, voilà, le projet a tout bonnement foiré. Ce sont les mots du président de Ryanair. Et aussi peu délicat soit-il, le terme a le mérite d'être parlant. Dans un communiqué lapidaire, Ryanair explique que le conseil d'administration n'a pas étudié ou approuvé la mise en place d'un quelconque projet transatlantique et de préciser que la compagnie n'en a aucunement l'intention. Alors voilà, Johanna, comme vous l'avez dit, le road trip américain tant fantasmé de ce côté de l'Atlantique, ce sera pour plus tard. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçue. Alors on reste aux États-Unis, mais pour parler musique cette fois, puisque le chiffre d'affaires généré par la musique en streaming a dépassé maintenant celui des CD. Exactement, et contrairement aux idées en vogue, eh bien, écouter de la musique en streaming ne nuit pas à l'industrie musicale. Bien au contraire, le RIIA, le syndicat des professionnels américains de l'industrie du disque, révèle des chiffres très encourageants. Ce sont pour la première fois les revenus de la musique écoutée en streaming sur Internet ont dépassé ceux de la vente de CD. Preuve s'il en faut de l'inexorable évolution des mœurs. 1,87 milliard de dollars générés par les morceaux écoutés en streaming, 1,85 milliard de dollars pour les CD. Alors, le chiffre d'affaires de la musique écoutée en streaming se décompose en plusieurs services. Beaucoup, Léa, on reviendra peut-être sur cette information demain. C'est la fin du magazine de l'économie. On se retrouve donc demain à la même heure. En attendant, l'information continue sur i24 News.